à tous. Si je vous dis 3 milliards, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que nous sommes sur l'Inde et la Chine réunis en termes de population? Est-ce que nous sommes sur le dernier contrat d'Airbus avec la Chine? Est-ce que nous sommes sur un trou de la Sécu qui serait revenu à une taille raisonnable? Eh bien non. Les 3 milliards sont en fait la somme des fléaux de santé que vous voyez s'afficher derrière moi. Nonobstant les 3 autres milliards en bas, à droite pour moi, qui sont les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui, ce fléau lui-même, génère d'autres centaines de millions de maladies infectieuses graves. Ces chiffres sont incommensurables. Si on ajoute tous les chiffres que je n'ai pas mis sur cette diapositive, et même si on tient compte d'un certain nombre de recoupements, puisqu'un certain nombre de gens, malheureusement, vivent la double ou la triple peine. Ils n'ont pas un seul de ces fléaux, ils en ont plusieurs. Nous sommes au bas mot à 50% de la population humaine qui vit avec un fléau de santé grave, impactant, invalidant, chronique. Alors évidemment, ces chiffres sont parlants par eux-mêmes. Et on pourrait dire, mais évidemment, il suffit de regarder ces chiffres et de bouger. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. En fait, ces chiffres révèlent quoi? 3 milliards de personnes, c'est en fait 3 milliards de fois une personne qui souffre. C'est une masse de souffrance humaine qui, au XXIe siècle, est absolument insupportable. Qu'est-ce que c'est en fait aujourd'hui avoir un cancer? Je suis cancérologue de formation. C'est pas juste une maladie grave, mais c'est pas grave, on va s'en occuper, vous inquiétez pas ma bonne dame, on va vous régler ça. Et ça existe, ce message existe. C'est un choc psychologique, c'est un séisme psychologique. C'est des souffrances épouvantables en termes de traitement, même encore aujourd'hui. C'est une image de soi extrêmement dégradée. Et c'est une scission souvent dans la société, une exclusion de la société, avec une dégradation du regard de l'autre, des difficultés sociales, difficultés financières, difficultés de travail. Et ça, à la limite, c'est dans le meilleur des mondes, dans le nôtre, entre guillemets, c'est quand on a les moyens de se soigner. Je vous laisse ressentir ce qui se passe quand on n'a pas les moyens de se soigner. Qu'est-ce que c'est aussi que la souffrance d'une maman qui voit son enfant souffrir de ne pas pouvoir être nourri et de ne pas pouvoir le nourrir. Et évidemment, derrière ces souffrances, il y a évidemment un poids social et économique, on va y revenir, absolument énorme et qui doit être pris en compte évidemment quand on veut changer les choses. Alors malheureusement, ce constat-là, on pourrait dire il est statique, il n'est déjà pas joyeux et réjouissant, mais malheureusement, on assiste à une dégradation au niveau mondial des choses, avec une cross-fertilisation, vous savez, c'est un mot à la mode et qui effectivement a des mérites quand il est appliqué dans le bon sens. Mais là, on a plutôt cross-fertilisé le pire des deux mondes. Puisqu'en fait, nous avons dans les pays développés tous les fléaux de santé que vous venez de voir et qui sont clairement liés en très grande partie à nos modes de vie et à notre environnement, auxquels viennent s'ajouter de façon un peu en souterrain, tout un tas de fléaux de santé qui sont liés en fait à un non-accès aux soins, un non-accès à la santé qui est en train de se réinstaller dans nos pays grâce à de la paupérisation croissante. Et puis dans les pays en voie de développement, ils ont malheureusement et encore de façon notoire tous les fléaux de santé qui sont liés à la pauvreté des populations et à leurs conditions de vie. Et ils ont, et notamment dans les mégapoles, tous les fléaux de santé que nous venons de voir qui sont liés à nos modes de vie occidentaux que nous leur avons exportés en masse et avec évidemment des organismes qui ne sont absolument pas prêts à vivre ce genre de choses, encore moins que les nôtres, et en même temps aucun organisme humain n'est prêt à vivre ces modes de vie-là. Alors évidemment, ça coûte très cher également, si on veut regarder l'ensemble des choses, l'aspect souffrance humaine, mais l'aspect également impact sociétal et économique. Nous sommes ici dans un forum sur l'économie. Ça coûte extrêmement cher. Et ça ne coûte pas seulement cher au gouvernement et au système de santé. Ça coûte extrêmement cher aux entreprises
Les coûts en perte de productivité de la non-santé sont absolument faramineux. On pourrait passer un forum entier sur le sujet. Par exemple, en Amérique du Sud, le coût du diabète en perte de productivité est 5 fois plus élevé que le coût du traitement du diabète. Pourquoi? Parce qu'en fait, moins on le soigne, moins on a accès aux soins, plus la maladie dégrade l'organisme, et évidemment, plus ça génère de la perte de productivité. C'est logique, mais ce n'est pas vraiment pris en compte. En Inde, dans une famille modeste, et une famille modeste en Inde, ce n'est pas une famille modeste chez nous, un patient, un diabétique, c'est 25% des revenus du foyer qui sont consommés pour le traiter. Je vous laisse mesurer et ressentir ce que ça crée dans la famille. Alors pour vraiment agir, il faut pouvoir regarder les choses en face et de façon la plus objective possible. Ça veut dire qu'il faut que nous sortions d'un certain nombre d'illusions qui restent aujourd'hui assez bien entretenues. Alors, j'ai affiché celle de l'espérance de vie parce que je la trouve toujours très emblématique. Nous autres en France, nous sommes extrêmement fiers de notre espérance de vie, une des plus longues au monde, avec la plus longue espérance de vie notamment en Europe, 85 ans pour les femmes, 78 ans pour les hommes. Quand on regarde ce qu'est l'espérance de vie sans invalidité, or, je pense que vous, comme moi, comme tout le monde sur la planète, la vie que nous avons envie de vivre jusqu'au bout, c'est une espérance de vie sans invalidité. Et j'espère que nous avons même envie de vivre une espérance de vie en santé, hein, et même en vitalité, on va y revenir plus tard. Mais rien que l'espérance de vie sans invalidité, il y a un écart de 20 ans. Il suffit de regarder autour de nous les gens qui partent à la retraite à 65 ans et qui ont le pépin de santé majeur qui arrive. Ce n'est pas anecdotique, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Dans les autres illusions, il y a par exemple le diabète. Le diabète, à 50 ans, en gros, j'ai une forte probabilité d'avoir un peu de diabète. Bon, voilà, je ferai un petit peu de régime, je prendrai des médicaments, et puis voilà, c'est comme ça et ça ira très bien. Non. On oublie ce que ça veut dire d'avoir un diabète, les conséquences que ça entraîne, et puis surtout ce qui se passe quand c'est à l'autre bout du monde et qu'on n'a pas les possibilités de se soigner. Où c'est dramatique, où ça se traduit par de la cécité, de l'insuffisance rénale, des amputations, des morts précoces, j'en passe et des meilleurs, et c'est là-bas que se passent les pandémies, c'est pas ici. Entretenir les illusions sur, finalement, même ce que c'est que la santé. La santé, c'est pas une espèce de capital qu'on a au départ, avec un peu de bol, il est bon, avec un peu de bol, moins de bol, il n'est pas bon. Et puis, de toute façon, ça va se dégrader inéluctablement. Et bon, globalement, on va juste faire ce qu'on peut pour que ça se dégrade le moins possible. Et puis, quand il y a un pépin de santé, on va réparer les dégâts avec la médecine curative. Alors oui, évidemment, il faut soigner les gens et il faut faire des progrès et continuer à faire des progrès de médecine, bien entendu. Hein. Mais c'est pas ça l'état normal de l'être humain. C'est pas ça notre état physiologique. Nous ne sommes pas faits pour vivre cette dégradation. L'étude des centenaires nous le montre très bien. Nous sommes faits, nous pouvons vivre en pleine vitalité jusqu'à la fin de nos jours, et j'y reviendrai. Sortir donc de cette illusion d'une médecine toute puissante. Je viens de ce monde-là, donc je sais ce que ça représente comme prise de conscience que d'essayer de passer à autre chose. Et sans renier tous les progrès de la médecine, mais sortir de cette croyance de toute puissance de la médecine qui nous emmènerait vers une espèce d'éternelle jeunesse, on voit beaucoup de choses là-dessus, pour élargir le scope de la santé à ce dont il est question, c'est-à-dire un état normal physiologique, un besoin fondamental de l'être humain et qui aujourd'hui, on l'a vu, est loin d'être la norme. Et c'est d'autant plus interpellant quand on regarde quelque chose de très officiel, la définition de l'Organisation mondiale de la santé, donc de la santé, qui dit, et ça date de 1948, un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Certains peuvent connaître cette définition, elle n'est pas toujours connue. Je vous laisse mesurer le décalage par rapport à ce que nous venons de voir. Sachant qu'en même temps, à la même date, l'OMS s'est fixé pour mission, et à juste titre, d'amener tous les peuples de l'humanité au plus haut niveau de santé possible. On n'y est pas encore vraiment. Et donc nous vivons clairement une aberration. Nous vivons une aberration humaine. Je crois que tout ce qu'on a vu se passe de commentaires. Nous vivons une aberration sociale, sociétale. Est-ce qu'on veut vraiment
vivre dans cet état-là. Et nous vivons une aberration économique. Nous sommes dans un forum sur l'économie positive. Il me paraît relativement évident qu'on ne peut pas avoir d'économie positive sans qu'il y ait une santé, entre guillemets, positive au cœur de cette économie. Comment voulez-vous que les êtres humains amènent de la contribution, de la performance, de l'épanouissement des projets créatifs quand la moitié de la population est dans l'état que nous venons de voir? C'est juste inconcevable, en fait. Ça ne peut pas exister. Et donc, ça demande effectivement un certain nombre de changements, comme disait Arnaud Moureau ce matin, de changer nos logiciels, puisqu'il faut arrêter de regarder la santé comme une des composantes que nous regardons de façon intellectuelle et dans un silo, en regardant des chiffres, de la regarder de façon comptable, même s'il faut intégrer les chiffres, on vient de le voir, mais pas que, et vraiment s'autoriser à regarder de façon globale le constat, au niveau des causes racines, au niveau des états et au niveau de ce qui peut être fait pour repositionner les choses, et surtout, se connecter au ressenti de chaque être humain qui vit la non-santé. C'est une condition sine qua non. Tant que nous n'acceptons pas de nous connecter à ce que ça veut dire de vivre en mauvaise santé, et à l'inverse, à ce que ça veut dire de vivre en pleine vitalité, ça ne changera pas vraiment. Alors ça demande effectivement des prises de conscience. Je vais vous partager la mienne, qui a été assez drastique. Ça a été dit, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, et j'étais en cancérologie notamment, en charge du business oncologie pour la France. Gros produit stratégique, très rentable, sous les feux de la rampe, entre guillemets, dans l'entreprise. Et j'étais en charge, comme tous les gens qui ont ce genre de job, de délivrer de la croissance. Et de la rentabilité, tant qu'à faire, de la croissance à 2 chiffres, comme on dit. Et de planifier, évidemment, à 5 ans et à 10 ans, comment on allait faire ça. Je faisais ça très bien. Je planifiais la croissance à 2 chiffres et je la délivrais. Un jour, dans le parcours de formation que j'ai suivi, qui s'appelle le Master pour le développement d'un leadership éthique, j'y reviendrai, j'ai été interpellée. Qu'est-ce qui fait, Véronique? Sur quoi ça repose quand tu construis de la croissance à 2 chiffres dans ton business d'oncologie, la cancérologie? Grand moment d'inconfort. Et il a fallu que je reste dans cet inconfort pour comprendre de quoi il s'agissait. En fait, quand je planifiais et quand nous planifions de la croissance à 2 chiffres en cancérologie, ça tablait sur 2 choses. 1, la prise de marché, part de marché, un grand classique. Deuxièmement, sur la croissance des cancers, sur la croissance massive des cancers. Et dans la presse, vous pouvez voir, c'est opportunité. Dans la presse médecine et pharma, c'est opportunité de croissance. Waouh! Et je suis cancérologue. Vous imaginez à quel point, et je ne pense pas être un monstre, je ne suis pas la seule dans ce genre-là, quand on est dans son business, on voit moins clair que quand on y est ailleurs. Je ne voyais même pas, en fait, que je tablais sur la souffrance de ce que pourtant je m'étais attachée pendant des années à soigner et de façon très humaine. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça crée, la coupure du ressenti. Je peux dire, le jour où j'ai accepté cette prise de conscience et accepté d'agir sur ces bases, j'ai plus fait la même chose. J'ai continué à être patronne de la business unit, j'ai continué à vendre des médicaments parce qu'évidemment, il faut soigner les gens qui sont malades. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la prévention? Qu'est-ce que je faisais au niveau des services pour que, en même temps, on aide les médecins et les soignants à soigner mieux de façon plus humaine? Ça, c'est des vrais changements de paradigme. Et ça, c'est un bonheur à faire tous les jours. Donc la prise de conscience, elle ne passe que par ça, que par le ressenti. Elle passe aussi par changer nos croyances. Donc la vitalité, c'est notre état normal. Ce n'est pas une santé dégradée inéluctablement. Et la vitalité, c'est évidemment la pêche physique, c'est être pas malade physiquement, mais c'est aussi la vitalité émotionnelle, être bien avec soi-même. Et c'est une vitalité intellectuelle. Normalement, là-haut, avec nos milliards de neurones, ça tourne tout seul. Et puis notre créativité. Voilà, ça, c'est l'état de vitalité. Ce n'est pas ce que nous vivons nécessairement tous les jours. Et ça demande donc des réorientations massives au cœur des stratégies et des fonctionnements d'un grand nombre de secteurs, et on va les voir ensemble. Je commencerai
par le système éducatif, parce que vraiment dans les illusions qu'il faut lâcher, dans les croyances qu'il faut lâcher, c'est la santé, c'est pas l'apanage des médecins, de l'industrie pharmaceutique, des gouvernements et des systèmes de santé. La santé, ça concerne bien d'autres acteurs et nous avons besoin de leadership et nous avons besoin de changement de modèle dans bien des secteurs pour que la santé soit remise au cœur de nos fonctionnements. La santé est vraiment au cœur de l'humain et au cœur de l'économie. Ça commence par les enfants et le système éducatif. J'interviens aussi beaucoup auprès des enfants depuis une bonne dizaine d'années. Derrière, ce sont les citations des enfants. La santé, c'est être pas malade, ils me disent en CE1, CE2, 8 ans. La santé, c'est être pas malade. Et c'est pas rare, c'est assez fréquent, j'entends ça. C'est aussi, c'est prendre des médicaments pour pas être malade. 8 ans. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie en termes de repères santé qu'ont les enfants. Et donc avec quoi ils vont grandir et arriver à l'âge adulte. Et donc évidemment, Jacques Attali parlait hier de long terme. Comment parler de long terme si on ne s'adresse pas, et notamment pour la santé, aux enfants? Ça paraît relativement évident. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les enfants aussi aujourd'hui sont émotionnellement en mauvaise santé. Le nombre d'enfants angoissés qui ne dorment pas, juste effarant dans les classes. Faites un jour le test, prenez un groupe d'enfants ou des copains de vos enfants et vous leur demandez qui dort bien. Vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ressentent. Quand est-ce qu'on demande aux enfants ce qu'ils ressentent? Ce n'est pas fréquent. Faites l'expérience. C'est interpellant. Donc il y a un gros travail à faire au niveau éducatif. Les enfants, les enseignants, les parents. Alors, dans ce que je fais, qu'effectivement, mon association Enfance et Vitalité, c'est déjà redonner aux enfants ce trésor qui est leur vitalité et leur faire savoir qu'ils ont ça comme trésor et qu'ils vont pouvoir la chérir et la booster toute leur vie. Ils adorent ça, je peux vous dire. Et puis, les reconnecter à des choses aussi simples que la respiration. À 8 ans, ils savent déjà plus respirer. Si on leur fait faire une respiration abdominale, ils la font à l'envers. Je ne parle même pas de nous, les adultes. En gros, on respire avec ça. Hein. Donc, ça, au niveau fonction respiratoire, au niveau occidental notamment, franchement, on n'y est pas. Donc il y a plein de choses à faire avec les enfants, et notamment aussi au niveau de la gestion des émotions, de leur sommeil, de leur bien-être. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec eux. C'est des grands moments de bonheur. Et ce qui est extraordinaire avec les enfants, c'est qu'en fait, quand je passe 1 heure avec eux, je passe 1 heure, 2 fois 1 heure, c'est extraordinaire, ils chopent comme ça. Parce qu'ils ne sont pas verrouillés, ils ne sont pas fermés. Oui, ils ont commencé à engranger, évidemment, des modes de fonctionnement qui sont à l'envers. Mais ils changent comme ça, les enfants. Et ils changent, et ils font changer leur famille. Et ils font changer leurs copains. Parce qu'ils disent ce qu'ils ont vécu. Donc les enfants sont vraiment à la source d'un futur différent en matière de santé. Mais pas seulement d'un futur. Si, entre guillemets, on les éduque, ils vont aussi contribuer, et ça a été montré dans pas mal d'études, à éduquer le monde autour d'eux. Évidemment, le monde de la médecine, des systèmes de santé a besoin de se réorienter et on a besoin de passer d'un tout technique, tout curatif, en silo, avec beaucoup d'inéquité. Alors ça va être beaucoup abordé ici à un monde beaucoup plus équitable, mais aussi et surtout beaucoup plus préventif, beaucoup plus humaniste, beaucoup plus pluridisciplinaire, beaucoup plus ouvert. Et là, il y a un grand travail au niveau médical. Et on a besoin aussi qu'un grand nombre de secteurs professionnels se réorientent. Je n'en ai mis que quelques-uns, mais l'agroalimentaire ne peut pas s'exonérer de la réflexion de ce qui se passe au niveau du diabète et du surpoids, entre autres, et des maladies cardiovasculaires. Tout le monde de l'environnement, de la chimie, etc., ne peut pas non plus faire l'exonération de ce qui se passe au niveau de la santé. Les modes de transport, que ce soit par l'impact sur la pollution ou que ce soit par la qualité de vie procurée au quotidien aux gens, ne peut pas non plus s'exonérer de ça. Si on veut vraiment remettre la santé au cœur des préoccupations, les assureurs peuvent aussi revoir leur cœur de métier, et l'industrie pharmaceutique, qui dit depuis de nombreuses années, depuis aussi longtemps que j'y étais, et ce n'est pas hier matin, qu'elle doit réinventer son business model, et qui ne l'a toujours pas vraiment réinventé, alors que tout un pan de services de prévention et de santé demande à être créé manifestement. Et donc, en fait, on a besoin aussi qu'un certain nombre d'entreprises et de cœurs de métier sortent du fait de vivre de la non-santé. Tant que la non-santé est un cœur de métier, ça ne peut pas, évidemment, se repositionner dans l'autre sens.
Et donc, effectivement, il s'agit, et c'est ce que je fais, sur la base du leadership éthique, qui est une ingénierie très spécifique qui remet l'humain au cœur des organisations et des modes de fonctionnement, appliquée à la santé et qui s'attache à répondre aux besoins les plus fondamentaux de l'être humain en les remettant au cœur de l'économie. Je crois que c'est ce dont il s'agit ici. Eh bien, d'accompagner des dirigeants, des RH, des managers, de remettre tout ça au cœur des stratégies de l'entreprise. Ça ne changera pas tant que ce ne sera pas au cœur des stratégies de l'entreprise. De repositionner les métiers et puis d'accompagner aussi le monde éducatif, les parents. Donc plein de choses à faire. Et ça se fait. Et dans un objectif de transformation et non pas de gestion de problématiques. Aujourd'hui, la santé, quand ça ne va pas, c'est une problématique à gérer. Non, c'est une transformation stratégique et fantastique à opérer. Mais rien ne changera sans que les citoyens que nous sommes, les consommateurs que nous sommes, les parents que nous sommes, les salariés que nous sommes, ne s'éduquent, accès à la connaissance de ce qu'est vraiment la santé, ne prennent conscience que chacun peut vraiment complètement changer et changer les choses, et que donc rien ne changera sans nous, j'allais dire, éveillés, nous ayant pris conscience, et nous en action vraiment vers un repositionnement. Merci.